Hier, l'Institut du Nouveau Monde organisait une table ronde sur le conflit étudiant et la question qu'on posait, c'est pourquoi le conflit dure-t-il si longtemps? Et un des participants est notre invité aujourd'hui, Mathieu Boccoté, sociologue, l'excellent chroniqueur Journal de Montréal et blogueur. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je vous pose la question, pourquoi le conflit étudiant dure-t-il si longtemps? Je crois que c'est à la fois la rencontre de tendances lourdes et d'événements circonstanciels. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent pourquoi une crise dure aussi longtemps. D'un côté, on peut dire qu'il y avait une espèce de crise politique durable au Québec depuis plusieurs années, une espèce d'un mélange de sentiments d'impuissance, de cynisme, le sentiment d'une société dans un cul-de-sac, un désir d'en sortir d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, notre société s'est jetée dans cette brèche pour être capable, ne serait-ce que de sortir d'une situation bloquée. Crise plus générale dans le monde aujourd'hui aussi, désir de politique, désir de sortir d'une politique qui n'était que réduction, qui n'avait pas le sens de l'idéal, de la grandeur d'une certaine manière, une forme de désir de romantisme politique même. Et troisième élément dont on doit noter, je crois, puis on pourrait en nommer d'autres aussi, mais l'espèce de révolution technologique qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire, on assiste aujourd'hui au premier conflit politique à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de Facebook, à l'heure de Twitter, où les gens sont connectés en direct, à temps plein sur le conflit, ce qui favorise une forme d'innovation tactique, d'innovation stratégique de la rue, des franges les plus radicales. Puis ajouter peut-être un dernier élément aussi, une partie de la rue s'est installée durablement dans le conflit parce qu'elle souhaite le conflit pour lui-même. C'est-à-dire que la protestation, c'est devenu une fin en soi, c'est une manière de contester le système dans son ensemble. Donc si on tient compte de tous ces facteurs, et on pourrait en nommer d'autres, voilà pourquoi ce conflit n'a pas duré 2 semaines. OK. Je lisais hier Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse, et qui, lui, arrivait avec ce qu'il appelait une théorie à Saint-Sou. Il disait on a remplacé le fameux débat souveraineté et fédéralisme par le débat gauche-droite. Or, on était des champions dans le débat oui et non. Ça fait longtemps qu'on faisait ça. On maîtrisait parfaitement le vocabulaire et tout ça. Dans le débat gauche-droite, c'est nouveau au Québec. On est des pee-oui, d'où les dérapages, parce qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement. D'ailleurs, on demande aux gens, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? Les gens sont un petit peu mêlés. Est-ce que vous partagez cette diagnostic? Oui, je crois que c'est plus qu'une théorie à 5 sous, ne serait-ce que parce que je l'ai défendue dans mon dernier livre aussi. C'est-à-dire, c'est une thèse que plusieurs ont défendue, en fait, depuis quelques semaines. Notre société s'était habituée à la question nationale. Nous avions appris à nous diviser de manière civilisée. C'est-à-dire même des conjoints pouvaient ne pas partager la même option. Tout en vivant ensemble, on avait civilisé la question nationale. Le débat gauche-droite, ici, il est d'importation récente. Nous ne savons pas exactement qu'en faire. Nous n'avons ni la prudence qui devrait accompagner l'utilisation de ces termes-là. On ne sait pas exactement ce qu'il veut dire non plus. Ça réfère pas à tant de choses que ça dans notre histoire, gauche-droite. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? On est encore en train de se demander ce que ça peut vouloir dire au Québec. Et ajouter à ça le fait que dans une situation sociale qui pourrit comme ici, eh bien, on importe des catégories qui sont celles du totalitarisme au 20e siècle pour les plaquer au Québec actuellement. Donc, toute une frange de la rue, minoritaire mais radicale, accuse le gouvernement de fascisme, de nazisme, tend le bras droit, fait le salut nazi. Autrement dit, nous ne savons pas ce que nous disons. Les mots ne réfèrent plus à des réalités. Donc oui, le débat gauche-droite, radicalisé en plus par le conflit qui pourrit en lui-même, ça explique aussi ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que le débat a été contaminé, pollué, rendu malade par l'idéologie? C'est-à-dire là, une gauche qui voit tout ce qui est de droite comme étant l'enfer et une droite qui voit tout ce qui est de gauche comme étant le diable aussi. Donc, c'est très difficile d'être entre les deux là-dedans. Là. Vous savez, ce qui est le plus dangereux en politique, c'est ce qu'on pourrait appeler la tentation du bien. La tentation du bien absolu. J'ai pour moi le bien absolu, je suis le défenseur de l'humanité, je suis le défenseur de la démocratie, je veux le bien commun. Et vous ne désirez rien de tout ça. Donc, je suis le bien, vous êtes le mal. Pourquoi discuterais-je avec vous? Pourquoi accepterais-je de vous reconnaître quelque légitimité que ce soit? Le génie de la démocratie libérale, c'est de transformer l'ennemi déclaré en adversaire respecté. L'idéologie vient corrompre ça et donne à chacun le sentiment du monopole du cœur ou de la raison, du cœur ou de la tête. Bien, ça fait en sorte qu'on n'accepte plus de débattre et c'est une logique incendiaire qui s'installe. Et comment expliquer là, la perte de la décence, le savoir-vivre? Au Québec, c'est un endroit où on était bienveillant, bonhomme, toujours souriant. Et là, ça n'a plus de bon sens. Les insultes, je reviens là-dessus. J'ai raconté à de nombreuses reprises, mais je veux le redire parce que pour moi, c'est tellement symptomatique. Je sors de chez moi, un petit gars de 13 ans qui dit « Va chez Martineau », qui crie en disant « Coudonc, ce gars-là, il n'y a plus de décence. C'est maintenant correct de dire ça puis de crier ça d'un bord à l'autre de la rue au Québec. » Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je crois qu'il y a deux choses là-dedans. Premièrement,
premièrement, la crise lève les inhibitions. C'est-à-dire, tous les gens sont radicaux maintenant. Je ne reformule pas tous les gens, mais il y a une tendance au radicalisme en ce moment qui s'installe dans notre société. Et là, c'est la diabolisation. Donc, le représentant du camp d'en face, on doit en finir avec lui. Mais il y a aussi, je crois, ça c'est très important de dire ça, la transformation des mœurs qui accompagnent les réseaux sociaux. Autrefois, pour entrer dans l'espace public, il fallait mettre ses habits du dimanche. Il fallait changer de ton. Il fallait accepter de parler de manière respectable. Aujourd'hui, connecté sur les réseaux sociaux, chacun est connecté sur ses pulsions. Chacun est connecté sur ses humeurs, ses haines, ses détestations. Et lorsque vient le temps d'attaquer, eh bien, on se permet une petite vomissure, on se permet de mordre, on se permet d'attaquer. On s'entend que 140 caractères, on ne développe pas un argument. Avec Bien sûr que non. Twitter, là-dessus, d'ailleurs, il faut distinguer. Twitter est vraiment le nouveau forum, je dirais, où s'exprime l'esprit de meute et de lynchage. C'est-à-dire, il y a le bouc émissaire du jour, on le désigne, et ensuite, on va l'insulter. Et chacun y va de sa contribution indispensable, semble-t-il, c'est-à-dire, j'aurais insulté, moi aussi, le monstre du jour. Eh bien, lorsqu'on voit ces mœurs-là, ces habitudes-là se diffuser au-delà même du contact de l'ordinateur, ça fait que vous pouvez avoir un chroniqueur qui voit 3000 personnes qui l'insultent devant chez lui. La personne privée se fait attaquer. Ça fait que vous pouvez avoir une chroniqueuse qui se fait insulter sur des pancartes de manière absolument grossière parce qu'elle a le malheur ou le bonheur d'être la conjointe du chroniqueur en question. Ça fait des gens qui ont même quelquefois la tentation terroriste sur le mode parodique. Hein? Je donne 3 exemples. Au début du conflit, rappelez-vous, parodie d'enlèvement d'un proche de la ministre Beauchamp. Deuxième élément, tentative de sabotage, à tout le moins, du métro en le paralysant. Troisième élément plus récent, les fameuses FARC qui nous proposent quoi? Qui nous proposent des lettres avec du bicarbonate de soude qui laissent croire à la menace de l'anthrax. Donc, qu'est-ce que c'est, ça? C'est la psychologie de la guerre civile, encore une fois. La décence est pourtant ce qu'il y a de plus élémentaire en démocratie. La civilité démocratique, c'est la condition du débat public. Le jour où cette civilité se disperse, s'égrène, s'effondre, eh bien, nous ne nous reconnaissons plus comme des adversaires légitimes, mais comme des ennemis, peut-être même comme des monstres. Dans quelques mois, Mathieu, j'adorerais avoir une conversation privée avec les leaders étudiants, surtout avec Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin, et pour qu'ils me disent vraiment le fond de leur pensée. Moi, je suis convaincu que ces gens-là ont été totalement dépassés par l'ampleur de l'événement, complètement, puis qu'ils ne réussissaient plus à contrôler, puis que la foule, puis qu'ils ont perdu totalement le contrôle de cette histoire-là. Bien, je crois que la crise s'alimente d'elle-même en ce moment. Et ceux qui cherchent à poursuivre la crise, donc à l'alimenter, à la radicaliser, entraînent avec eux les leaders. Parce que pour que les leaders n'aient pas l'air décrédibilisés, pour qu'ils n'aient pas l'air dépassés par les événements, pour qu'ils n'aient plus l'air finalement des leaders sans groupe à l'idée, eh bien, que doivent-ils faire? Ils doivent souvent endosser des débordements qu'ils n'auraient pas proposé eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la dynamique de radicalisation, c'est-à-dire les radicaux d'un camp comme de l'autre s'excitent. Regardez même de l'autre côté, lorsqu'on en entend quelques-uns dire qu'il faudrait en appeler à l'armée. En appeler à l'armée? Je veux dire, c'est quoi cette espèce d'idée étrange, complètement délirante, pour ne pas dire débile? On est au Québec ici, c'est quoi cette tentation pinochetiste étrange? Ben oui. Donc, ni l'armée d'un côté, ni le terrorisme de l'autre, se pourrait-il que nous discutions de manière civilisée dans une société qui, à ce que j'en sais, est une société où il fait bon vivre? Il faisait bon vivre. Je m'ennuie de ce Québec-là. Je pense qu'il est temps, tout le monde, de se calmer le pompon. Oui. Et c'est la responsabilité de tout le monde et ma responsabilité aussi en tant que chroniqueur, peut-être aussi dans nos papiers respectifs, un peu là, appeler les gens à se calmer. On va respirer par le nez cet été. J'espère qu'à la reprise des cours à la mi-août, le ton va être beaucoup mieux. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci à vous. Après la pause, Éric Duhem, on va revenir sur toutes ces questions-là et sur la commission Charbonneau avec lui après la pause.